Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le micro des gynécos, le podcast de la GOF qui explore les enjeux de la gynécologie et de l'obstétrique. Aujourd'hui, nous recevons le docteur González Estevez, anesthésiste à la maternité Jeanne de Flandre, pour un épisode dédié aux aspects neurologiques des prééclampsies sévères. Bienvenue Max pour représenter l'anesthésie sur le micro des gynécos. On est très content d'avoir certains épisodes comme ça multidisciplinaires. Aujourd'hui, un sujet qu'on aime bien tous les deux, la prééclampsie sévère. On pourrait discuter cette fois-ci du versant neurologique de cette pathologie. Si tu veux bien, en commençant par discuter d'un versant intéressant pour lequel c'est toi qui m'as sensibilisé à l'intérêt de la question. La physiopathologie du sulfate de magnésium, ce médicament qu'on utilise souvent, mais finalement sans forcément comprendre exactement comment ça marche. Merci pour ta question. Du coup, effectivement, c'est toujours très important de revenir au pourquoi. Et effectivement, certes, il y a de la littérature et certes, on est tous habitués à l'utiliser dans la prééclampsie sévère. Du coup, dans le contexte clinique de la prévention primaire de l'éclampsie, j'imagine que c'était ça que tu voulais aborder. Mais peut-être qu'on peut s'attarder au pourquoi. Et plus on comprend l'utilisation d'un médicament ou d'une technique, plus on va y adhérer facilement, au-delà de l'aspect purement scientifique et clinique. Pourquoi le sulfate de magnésium va avoir un effet anti-épileptique, d'accord, dans la prééclampsie sévère? Déjà, la question, c'est bien la prééclampsie sévère, puisque en dehors de la prééclampsie sévère, on ne traite jamais un problème de convulsion ou d'état de mal épileptique avec du sulfate de magnésium. Et donc, du coup, c'est très spécifique à la femme enceinte. Bon, du coup, ça nous intéresse. Alors, pourquoi une patiente convulse lorsqu'elle fait une éclampsie? Eh ben, déjà, quand vous prenez la littérature, dans 90% des cas où une patiente fait une éclampsie, elle va avoir un PRES syndrome. OK? Le PRES syndrome, en fait, on a tous une vision hyper complexe du versant neuro de la prééclampsie, tout ça. Je pense qu'on peut le résumer assez aisément à: il y a de l'œdème dans le cerveau. Voilà. C'est un œdème vasogénique. OK? Donc dans la plupart des cas, le pré-syndrome de l'éclampsie, c'est un œdème vasogénique. Il y a de l'œdème dans le cerveau. Et on reprend un petit peu l'épisode précédent. Et il va y avoir toutes les patientes prééclamptiques ont une hyperperméabilité capillaire et donc vont avoir une fuite capillaire d'eau. Et en fonction de plein de critères que je ne connais pas de manière fondamentale, mais certaines patientes vont avoir des œdèmes à tropisme plutôt interstitiel des membres inférieurs, d'autres plutôt les séreuses et d'autres plutôt effectivement le neuro. Et il va y avoir des patientes qui vont être particulièrement touchés par le versant neurologique de leur prééclampsie, indépendamment de tout le reste, avec 0,31 grammes par litre de protéinurie, un bilan vasculo-rénal normal, mais des symptômes neurologiques hyperflorides, même si elles n'ont pas 25 de tension. Et ça, c'est très important, c'est que des signes neurologiques de la prééclampsie sévère sont d'autant plus inquiétants qu'ils ne régressent pas lorsque vous avez stabilisé la tension. D'accord? Une dame qui a céphalée, flou visuel, acouphène, des rods vifs à 22 de tension et qui, lorsque vous mettez des antihypertenseurs, elle est à 13 de tension, il y a tout qui régresse, elle est moins inquiétante que la dame qui a 13 de tension et qui a les mêmes signes. Parce que souvent, c'est des patientes qui ont de l'œdème cérébral associé à un PRES. Et donc, cet œdème cérébral, il va être à l'origine, chez la femme enceinte, d'une hyperexcitabilité neuronale qui peut effectivement amener à l'éclampsie. Et on s'est rendu compte que dans des études à la fois humaines et animales, que le magnésium régulait la perméabilité cérébrale à l'eau. Pour aller vite, ils avaient pris, je crois, des souris et en fait, des souris hypomagnésémiques faisaient plus d'œdème cérébral. Quand vous corrigiez la magnésémie, l'œdème cérébral régressait et lorsqu'il y avait une manipulation génétique pour faire en sorte que, il y ait plus de canaux, sur lequel le magnésium a un effet sur le plan neuronal, les souris faisaient de l'œdème. Voilà. Donc en fait, je pense que le fait d'augmenter la magnésémie, chez une patiente
qui a une prééclampsie sévère avec des signes neurologiques, va probablement diminuer l'œdème cérébral par ce biais-là. Et d'ailleurs, il se peut aussi que les patientes n'aient pas une magnésémie normale. Ça marche chez les patientes chez qui on augmente la magnésémie, mais ça marche également chez les patientes chez qui on corrige l'hypomagnésémie. Et donc ça, vous le voyez cliniquement parce qu'il y a beaucoup de patientes qui sont inquiétantes sur le plan neurologique et qui, après le bolus de sulfate de magnésium, elles ont une amélioration, je dis pas une régression, mais une amélioration des signes neurosensoriels, qu'ils soient visuels, les céphalées, et cetera. Ça, on l'a tous vu, d'accord? Et ce n'est pas lié à un effet antihypertenseur du magnésium, qui existe puisque le sulfate de magnésium est un inhibiteur calcique et il peut avoir un effet et c'est pour ça qu'il a été utilisé aussi dans la tocolyse. Il y a avant et même aux États-Unis, ils l'utilisent encore, il me semble. Mais effectivement, comme le Loxène ou la nifedipine, et cetera, et cetera. Et c'est sûr que quand vous associez Loxène et magnésium, il peut y avoir un effet antihypertenseur plus puissant parce que vous associez 2 molécules qui agissent sur les mêmes récepteurs. Mais voilà, en tout cas, c'est pas parce que ça fait moins de tension. Parce que quand vous baissez la tension avec, je sais pas, du Trandate ou de l'Aldomètre ou de l'Urapidil chez cette même patiente, il est possible que les signes ne régressent pas. C'est vraiment spécifique à l'utilisation du sulfate de magnésium. Et par ailleurs, il y a un deuxième effet, lui est aspécifique, qui est le fait que, en fait, on a un seuil épileptogène donné, ok, et le sulfate de magnésium, par son effet, en fait, le magnésium agit sur le potentiel de membrane des neurones, qu'ils soient donc des neurones cérébraux, et le fait d'utiliser du sulfate de magnésium va augmenter le seuil épileptogène, c'est-à-dire que il va diminuer la probabilité de convulser. Et donc c'est très important. Et c'est pour ça que il agit, je pense, en prévention primaire de l'éclampsie. C'est vraiment intéressant. Un autre sujet, assez, méconnu, autour de la prééclampsie sévère dont je veux bien profiter de ta présence pour discuter, c'est la place de l'échographie du nerf optique dans cette pathologie. Merci. Oui, effectivement. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît cette technique. Alors elle est donc l'échographie du nerf optique, ça peut sembler un peu baroque, mais c'est vachement facile. Vous prenez une sonde linéaire, une sonde vasculaire. Si possible, vous la mettez en mode ophtalmique. En fait, tous les échographes ont un mode ophtalmique pour cette sonde-là. Vous demandez à la patiente de fermer les yeux et vous placez votre sonde sur la paupière supérieure. Et en fait, vous allez voir le globe oculaire, vous allez voir la rétine et à l'arrière de l'image, le nerf optique qui part. Voilà. C'est assez simple. Il suffit juste de dire à la patiente, les yeux fermés, éventuellement, de bouger un peu les yeux de droite à gauche pour centrer un peu le nerf optique qui peut être un petit peu excentré pour faire vos mesures. Voilà. Et en fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est que vous avez tous demandé des fonds d'œil à des patientes qui ont une suspicion, une prééclampsie sévère avec des signes neurologiques pour savoir s'il y a un œdème papillaire, voilà. Donc c'est très opérateur dépendant. En tout cas, c'est pas opérateur dépendant parce que je pense que quand il y en a un, l'ophtalmo va vous le dire, mais vous êtes dépendant de la disponibilité de l'ophtalmo il y en a peut-être même pas dans votre structure. Et deuxièmement, c'est pas chiffré en fait. Alors bien, ils ont des grades, j'imagine, mais et donc en fait, moi je pense que cette échographie, va nous aider principalement dans des situations borderline où on hésite entre 2 conduites à tenir et on a envie d'avoir des éléments supplémentaires dans la balance pour décider. Et j'ai toujours pas répondu de pourquoi il faut le faire, à mon sens. En fait, il a été étudié principalement avant l'obstétrique en neurochirurgie. Et en fait, en réanimation neurochirurgicale, donc on a des patients cérébro-lésés, des patients sont opérés du cerveau, tout ça. La problématique de l'hypertension intracrânienne, elle est importante. D'accord? Pour décider des thérapeutiques, voilà. Et en fait, souvent, ces patients sont monitorés. C'est-à-dire, ils ont une pression intracrânienne invasive dans le cerveau pour mesurer la pression. Et donc, si la pression augmente, on augmente l'anesthésie, on met du pain total, ouais, ouais, et cetera, et cetera. Bref. Mais surtout, il y a des gens qui se sont dit: «En fait, s'il y a de l'œdème cérébral qui donne une HTIC, une hypertension intracrânienne, peut-être que, on peut le voir à l'imagerie». D'accord? Donc soit on le voit au scanner ou à l'IRM, soit on le voit au fond d'œil et en fait, pourquoi on le voit au fond d'œil? Parce que en fait, l'œil, ça fait partie du système nerveux central, OK? Et donc s'il y a de l'œdème dans le cerveau, on va le voir au niveau de l'œil. C'est ça le truc. Et du coup, les mecs se sont dit:
on va regarder à travers l'œil quelque chose qui peut se démacier s'il y a de l'œdème cérébral. Ok. Qu'est-ce qui se démacie dans l'œdème cérébral? C'est la substance blanche. Ok. Et donc du coup, on peut mesurer le diamètre de la gaine du nerf optique et on peut se dire, bah peut-être les patients qui ont une HTIC ou de l'œdème cérébral, eh ben ils vont avoir cette gaine qui va être plus épaisse parce que c'est œdémacé, tout simplement. Et ils ont regardé et effectivement, il y a une corrélation entre le chiffre du diamètre du nerf optique en prenant, la gaine, hein, et la pique et il y a une corrélation entre les variations de diamètre du nerf optique et les variations de pique. Quand ça augmente, quand ça diminue, ça diminue. Donc c'est très intéressant et donc comme ils ont fait ça chez des patients qui sont monitorés, ils ont même réussi à dire un seuil, alors bien sûr chez le patient neurochirurgical, hein, de diamètre du nerf optique, au-delà duquel c'était prédictif qu'en même temps, ce patient-là, il avait une pique qui montrait que le patient avait une hypertension intracrânienne. Et donc il a commencé à y avoir des études en obstétrique et depuis une dizaine d'années, on a, des descriptions, de patients, de cohortes de patientes. Voilà, donc chez la prééclampsie sévère, le diamètre du nerf optique est toujours plus large que chez la dame enceinte non prééclamptique, déjà. Et on peut se dire que, bah, si une patiente prééclamptique sévère a des signes neurologiques, qu'on met la sonde et que le diamètre du nerf optique présente une situation caricaturale, parce que bien sûr, on va pas césariser une dame juste parce que voilà, c'est vraiment, s'il y a une situation caricaturale, eh ben, peut-être que ça peut nous orienter, si on a un doute, sur une option A ou une situation A ou une situation B. Par exemple. Et c'est ça qui nous arrive en clinique. On a une patiente, ça m'est arrivé récemment, elle a une HTA sévère, une suspicion de prééclampsie, céphalée, troubles visuels, une prod plus à la BU, donc on suspecte une prééclampsie. On n'a pas encore le bilan. Elle a 20 de tension et vraiment elle a des signes neurologiques importants. Donc on se dit peut-être qu'en fait elle arrive et elle fait d'emblée, une présentation inaugurale de prééclampsie sévère avec signe de gravité neurologique et du coup peut-être qu'il faut la mettre sous sulfate de magnésium rapidement. Voilà mais on n'est pas sûr que ça soit une prééclamptique et cetera et cetera. Donc pendant que je la mets en salle de réveil et que je mets un antihypertenseur intraveineux parce qu'elle avait plus de 18 de tension et elle avait très probablement une prééclampsie sévère, du coup avec signe de gravité, et ben, je me dis: «Bon, bah, en attendant de voir, je lui fais son écho». Je tombe sur une écho caricaturalement normale, vraiment normale. Je fais: «Ah, d'accord». Je m'y attendais pas, je me dis: je vais tomber sur un truc». Elle avait vraiment un diamètre rikiki. Je fais: «Ah, OK». Bon, en fait, dans mon intuition clinique, déjà, ça m'oriente. C'est un truc non invasif, ça prend 3 minutes et ben, j'ai pu le faire tout de suite, voilà et effectivement, quand on a fait baisser la tension, il y avait absolument plus rien. Le BVR était normal et finalement, dans ma tête, dans mon intuition, je l'ai plus considérée comme une patiente à risque neurologique et donc cette dame, en fait, bah, du coup, après, on l'a traitée comme une patiente, prééclamptique, non sévère, à ce moment-là, puisqu'on avait stabilisé sa tension et voilà, donc ça nous a aidés dans notre doute, voilà. Mais j'avoue que c'est plutôt dans l'autre sens que ça va nous aider le plus. Voilà, c'est par exemple, vous vous posez la question, vous avez une patiente devant vous: «Ah là là, je mets du magnésium ou je mets pas de magnésium?» C'est vraiment borderline, heu, elle a des signes, mais je sais pas trop, ils sont pas rebelles, mais ils sont quand même importants, il y a des rotes, un peu, vifs, ouais, mais c'est pas autant que la dernière fois où la dame, elle avait vraiment des voilà. Je me pose la question, voilà. Si je pose la sonde et c'est borderline, bah, peut-être qu'on va continuer à attendre et avoir d'autres signes et peut-être que c'est le recul qui nous dira, ce qu'il faut faire. Mais si vous mettez la sonde et qu'elle a, un diamètre du coup supérieur à 5,8 millimètres, j'ai oublié de le dire, ça m'est déjà arrivé, bah, on pose la sonde 0,65, 6,5 millimètres par exemple, on dit: «Ouh là là! Ah ouais!» Donc elle a une HTIC. Ça veut pas dire que, il faut la mettre en neurochir, il faut l'intuber, tout ça. Non, ça veut dire que, bah, vous posez la question de: «Est-ce qu'elle a de l'œdème cérébral?» Est-ce que et que, c'est en relation. C'est pas la même chose d'avoir des signes neurologiques avec une HTIC que des signes neurologiques sans HTIC. Donc la question magnésium ou pas, bah, vous allez mettre du magnésium et après on voit, ce qu'on fait sur l'accouchement et cetera. Donc ça peut nous aider. Deuxième chose, on a une patiente en cours de déclenchement et qui, une PRIMI, voilà, c'est long et cetera et en cours de déclenchement, elle commence à installer ses signes neurologiques. On se dit: «Ah mince et tout, ouais, mais ils sont débutants, ils sont pas très importants,
voilà, vous posez la question de est-ce qu'il faut changer de voie d'accouchement ou accélérer les choses? Bah, peut-être que si vous faites une écho et qu'on voit que la dame elle a pas d'HTIC, bah, ça va vous inciter peut-être à la mettre dans un lieu de surveillance un peu différent, peut-être à envisager de mettre du sulfate plus rapidement, mais sans hâter les choses, voilà. Alors que s'il y a une HTIC, bah, vous voyez que la dame, elle va accoucher voix basse dans 24 ou 36 heures, bah, peut-être qu'en fait, il faut changer de fusil d'épaule ou se poser la question de changer de fusil d'épaule. Peut-être répéter l'examen et peut-être que si vous voyez que ça augmente, en l'espace de 6 heures, bah, peut-être que ça confortera votre intuition clinique. Autre chose aussi, on a une patiente, ça m'est arrivé aussi, elle est en cours de travail, pré-éclampsie, tout ça, et elle installe ses signes neurologiques en cours de travail. La question, c'est que si vous avez une HTIC, peut-être que les efforts expulsifs avec des Valsalva, prolongés pendant 30 à 45 minutes, c'est peut-être pas ce qui est bon pour son cerveau, en fait, quand on a de l'HTIC. Peut-être que ça va même déclencher une crise d'éclampsie, d'accord? Donc peut-être que ça serait intéressant de savoir si les signes neurologiques qu'elle présente sont en relation avec un Press syndrome qui est en train de se mettre en route, avec quelque chose de costaud ou pas du tout. Voilà. Si ça nous est déjà arrivé, on a posé la sonde, on avait eu de l'HTIC, bah, peut-être ça nous a influencé pour dire aux obstétriciens: «Je pense que peut-être que l'accouchement, c'est dans bientôt, elle est à 6 centimètres, on y va et cetera, mais peut-être qu'il faut pas faire d'efforts expulsifs. Peut-être qu'on va faire une aide instrumentale pour essayer de faire en sorte que la patiente ait pas d'efforts expulsifs pour essayer de limiter les pics de pression intracrânienne des efforts expulsifs». Et dernière chose aussi qui peut arriver, c'est que en fait, j'ai dit éclampsie, presse, hypertension intracrânienne. C'est sûr que, par exemple, si vous avez un tableau neurologique, par exemple en postpartum immédiat, où la patiente a accouché et la question que vous posez, c'est: «La patiente a-t-elle un Press syndrome? Dans quel délai? Faut-il faire une imagerie?» Donc bien sûr, si vous pouvez, c'est une IRM, et dans quel délai? Bah, peut-être que s'il est 3 heures du matin et que, vous êtes dans un CHU, et que, vous posez la sonde et que le bébé, par exemple, a été transféré en réanimation, il y a plus la problématique du lien mère-enfant, tout ça, et qu'il y a de l'HTIC, bah, peut-être que l'IRM, il faut la faire tout de suite. Parce qu'en fonction de si elle a un Press étendu, tout ça, ça veut dire il faut la transférer en réa, et cetera, et cetera. Alors que si vous posez la sonde et que vous avez pas un tableau caricatural d'HTIC, peut-être que ça peut attendre le lendemain, peut-être qu'en réévaluant, ça va s'améliorer et qu'il y aura pas besoin d'IRL, j'en sais rien. Voilà. Donc en fait, c'est pas le truc qui va révolutionner la médecine, mais en fait, je pense que c'est un élément supplémentaire qui est facile à faire, qui est pas invasif, donc en fait, vous faites une mesure, en podcast, c'est difficile à expliquer, mais la mesure est pas très compliquée, qui peut nous aider à avancer sur le plan diagnostic et qui peut avoir des impacts en termes de prise en charge dans les situations borderline. Merci beaucoup, c'est prometteur. On va probablement parvenir à monitorer de mieux en mieux les prééclamptiques sévères, et on retient du coup ce seuil de 5,8 mm pour l'écho du nerf optique qui peut vraiment avoir un impact dans l'optimisation de la prise en charge. Merci Max, et à bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.